Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de continuer à nous faire confiance. Les démineurs sont en poste comme tous les matins, 10h, 11h52 pour faire naturellement. C'est pourquoi ils sont payés. Ils sont payés pour vous donner l'information, rien que l'information et toute l'information de manière très conviviale. Nous irons justement jusqu'à 11h52. Voilà pourquoi c'est presque les 2 heures de temps les plus intenses en télévision. Une autre manière de faire la télévision du côté d'Info TV, Bernard Dobasson est en poste, lui qui a fêté de manière magistrale son anniversaire hier. On en parlera tout à l'heure et il vous donnera aussi la dénonciation du jour. Toujours ce jour, TVB, comme d'habitude également, nous amènera du côté des kiosques pour avoir la température qui prévaut de ce côté-là. La température au niveau des kiosques, c'est justement l'information, la quintessence de l'information de ce côté. On terminera par l'instant de l'analyse. Le point focal de ce programme ce matin nous amènera à parler de l'aide publique à la communication privée. C'est comme cela que l'on appelle cette affaire au Cameroun. Que pensez-vous de ce que l'on qualifie d'aide publique à la communication privée? Est-ce une honte lorsqu'on sait que la dernière aide est tout simplement dans les 119 millions pour près de 100 organes de presse? N'est-ce pas une honte? De toutes les façons, on commentera et on analysera au canal 307 sur Canal Plus International. Vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Et on commence justement par accueillir ces invités qui répondent déjà présents ce matin. Ils sont naturellement encore venus nous témoigner leur affection et surtout leur soutien. Madame Bissobila, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à tous les co-panélistes. Comme d'habitude, les enfants me disaient les sacs de co-panélistes. Bonjour le Cameroun et puis bonjour à la presse, surtout la presse privée qui souffre comme tous les organes au Cameroun. Mais vous laissez souffrir la presse privée, vous qui êtes des hommes et femmes politiques. Ah, les hommes et femmes politiques. C'est vous qui avez le pouvoir. Opposants souffrent plus que cette presse privée. Ah bon? Ah oui, ah oui. Les opposants, au moins, ils ont souvent les 30 millions lorsqu'ils sont candidats. S'il y a vraiment une opposition au Cameroun, nous nous demandons. Mais vous-même, vous êtes de l'opposition? Et à la fin, on commence à être, qu'est-ce qu'on peut dire? Déçus? Je ne peux pas dire. Mais nous gardons espoir. Mais, Madame Bissobila, vous-même vous êtes de l'opposition. Je souligne que vous êtes de l'UNDP. Et vous posez la question de savoir s'il y a vraiment de l'opposition au Cameroun. Justement, parce que... C'est pas un paradoxe? C'est vraiment paradoxal, parce que c'est le ressenti. C'est le ressenti. Bello Bouba Maïgari, notre frère du Nord, ne ferait-il plus le job? Oh, pas le job, vu qu'il a toujours fait son job, vu que les militants ont toujours fait leur job. Mais c'est le retour. Le retour, les conventions ne sont pas respectées. Et vraiment, quand donc vous fustigez le comportement du président Bello Bouba? Non, non, loin de là. Vous dites donc quoi finalement? Je suis en train de vous dire si les conventions ont été respectées dès le départ. Hein? On vous donne ça, vous nous remettez ci, et puis les choses iront bien. Le Cameroun où la presse ne serait pas en train de se plaindre aujourd'hui. Parce que nous constatons que la part belle ou la part du lion n'est que gardée par le parti au pouvoir, qui veut même déjà être beaucoup plus gourmand même que la population du Cameroun. Vous voyez que ça devient grave. Merci beaucoup d'être là ce matin. On va accueillir un directeur de publication qui nous retrouve pour une deuxième fois. Question de déminer l'espace. Monsieur Alphonse Abena, bonjour. Timothée et Somba Abena. Timothée et Somba Abena. Oh, je vous rebaptise. Monsieur Timothée
Timothée Somba Bena, bonjour. Bonjour, perfecto. Comment vous allez? Non, je vais bien. Bonjour aux compagnons. Cela signifie que ça entre un peu. Bon, nous sommes adaptés. Nous nous sommes adaptés au système économique du pays. Nous essayons de tirer juste notre épingle du jeu. Parce que le plus important n'est pas toujours de dire que ça va mal, mais on connaît aussi la capacité d'un homme déterminé à s'adapter face aux difficultés qui sont devant lui. Donc c'est un plaisir pour moi d'être là. Lorsque l'on est convié à une agora de l'intellectualité comme celle-ci, on comprend que soi-même, que l'on admire d'abord, on comprend que soi-même, on a pris un volume. C'est une source de motivation pour quelqu'un qui veut s'améliorer que de partager un plateau avec des individus, des personnalités qui peuvent nous tirer vers le haut en nous faisant ressortir le meilleur de nous-mêmes. Merci Timothée Somba Bena. Je souligne que vous êtes le directeur de la publication La République, journal parisien au Cameroun. Et tout à fait. Vous allez donc parler de la presse tout à l'heure avec autorité. En face de vous, on a créé le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Le dit fils de Bomiebel, le petit-fils de Omiobé. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait à ici, bonjour à vos millions de téléspectateurs, bonjour à votre panel, je suis heureux d'être parmi vous ce matin. Pierre Blériot, la citation du jour. La citation du jour. Dans les temps de confusion, la sagesse libère de la contrainte. Elle sème la confusion des temps. On peut reprendre. Dans les temps de confusion, la sagesse libère de la contrainte. Elle sème la confusion des temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, dans les moments difficiles, il faut recourir à la sagesse. C'est elle qui dissipe les malentendus. C'est elle qui trouble les esprits mal intentionnés. Cette citation m'a été inspirée ce matin d'une situation que nous vivons sur les réseaux sociaux. Le joueur du Cameroun, Honla, dans une communication privée, aurait dit que dans sa famille, parlant ici de la famille biologique, on n'admet pas les mariages avec les Bamileke. Nous avons assisté à deux types de sorties. Il y a des sorties malheureuses de certains qui disent soutien total à Honla. Et Honla a bien parlé. Il y a des sorties extrémistes qui disent enlever Honla de l'équipe nationale. Que Honla, c'est une catastrophe. C'est lui qui va mettre fin au vivre ensemble. Parce que dans sa famille, on n'admet pas les mariages avec les Bamileke. Donc, le vivre ensemble est fini. Alors moi, je sors pour dire aux uns et aux autres. Il y a donc deux positions. Il y a deux positions. Deux thèses qui s'affrontent. Mais ces thèses ne sont pas intelligentes, les deux. Si votre enfant est surpris en quelque faute, ce n'est pas parce que les enfants des autres font la même faute que vous allez dire soutien total à mon enfant. Non. C'est comme si vous lui disiez que ce qu'il a fait est bien. Le propos de Honla, parce qu'il est un homme public, même s'il l'a tenu dans une sphère privée, on a retrouvé le propos dans la sphère publique, n'est pas acceptable parce qu'il sème la confusion. Cependant, ce propos est-il de nature à s'aimer ou à mettre fin au vivre ensemble? Je dis que c'est de l'extrémisme, au point d'exiger qu'on enlève là des effectifs de l'équipe nationale. Il faut dire que le premier groupe aurait pu répondre intelligemment en disant que l'endogamie sélective existe chez nous. L'endogamie, c'est le fait d'épouser les gens de votre tribu ou de vos grandes familles. Mais à l'intérieur de l'endogamie, il y a encore une sélectivité qui se produit. Et cela n'est pas du tribalisme, non. Tous les peuples, les Allemands vont vous dire que nous n'aimons pas nous mettre en union avec tel. Ce n'est pas du racisme. Donc, répondez souvent intelligemment aux choses plutôt que de... Non. Et de l'autre côté...
il ne faut pas que, et je l'ai dit ici il y a quelque temps, que chaque fois qu'on va indexer la communauté Bamileke, que cela soit pris pour du tribalisme. Je l'ai dit dans un post. On aurait pu dire qu'on ne veut pas des filles boulou dans notre famille. Ça ne devait même dire rien. Non, les boulous n'allaient même pas en parler. On se connaît. J'ai dit, nous sommes tous Camerounais, on se connaît. Bon, dans ma famille, on ne veut pas les filles boulou. Tu verras que les boulous vont... Les boulous, ils disent que... Mais si on ne veut pas des filles boulou dans ta famille, les filles boulou ne manquent pas où aller en mariage. Il reste plein d'endroits où aller en mariage. Donc, vouloir polariser sur chaque chose, c'est-à-dire que les gens ont mis des applications, pas tous, certains de nos frères ont mis des applications. Dès que le mot Bamileke apparaît, allez, cette application réagit et ils viennent... Non, il n'y a pas un combat contre les Bamileke, c'est faux. Et je dis alors pour sortir, parfait ici, parce que je passe mon temps à essayer d'éveiller les consciences. Je dis aux Bamileke et aux Ekans, arrêtez-nous ça. Parce que si vous pensez que les Ekans devront rendre compte aux Camerounais un jour, vous aussi les Bamileke, vous nous rendrez compte. Pourquoi? Le secrétaire général du RDPC, c'est un Bamileke. Jean Kuete. La deuxième personnalité du Cameroun, Nian Difendi, est un Bamileke. Comme Biya est très intelligent et que quelques Bamileke, certains Bamileke ont dit que si les Bamileke géraient le Cameroun, il y aurait le développement partout. Il a donc pris Nganou Djumesi pour que Nganou Djumesi montre comment on développe les routes. Il a pris Ketia pour qu'elle montre comment on développe les villes. Il a pris Momo pour qu'on voit comment on développe l'administration pénitentiaire. Je peux citer. Donc arrêtez. On est dans le même pays, hein. Donc, enlevant tous ces trucs qu'on invente là, il n'y a pas une tribu qui a des spécificités. Dans toutes les tribus, il y a les voleurs, les menteurs, les tueurs, ainsi de suite. Moi, je combats l'idée que les Bassas pensent qu'ils sont d'une tribu qui n'admet pas le faux. Je dis que c'est faux. Il y a beaucoup de fausses personnes chez les Bassas. Et j'ai dit que je souhaite qu'en face, chez les Bamileke, il y ait aussi des gens qui tiennent le même discours. Parce qu'il y a du bon et du mauvais partout. Et là, le CNC ne peut pas dire le contraire. Même au CNC, il y a les bons et les mauvais. Merci beaucoup, hein. Pierre Blériot, Nyemek, nous allons tout simplement dire qu'il n'y a pas de peuple qui soit éternellement bon et d'autres peuples qui soient éternellement mauvais. Pierre Blériot a tout dit. Autant on peut trouver du bon dans ce peuple, autant on peut trouver du mauvais dans l'autre peuple. De toutes les façons, je vais parler comme un ancien président. J'adore cette citation de cet ancien président. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Moi, je ne vais pas dire soutien à on-là, mais je pense tout simplement que nous devons être un tout petit peu indulgent. Ça n'a rien à voir avec ce que les uns et les autres sont en train de distiller comme haine et comme aigreur au niveau des réseaux sociaux. Lorsque nous avons dit cela, on accueille le sucre national. Bernard Dobasson, bonjour. Bonjour, le Banjok des modérateurs. Bonjour à tous les co-discutants ce matin. Merci de m'avoir invité. Je voudrais doublement rendre hommage. Hier, c'était mon anniversaire, j'ai eu 1 an de plus. Ma petite sœur et M. Nyemek se sont accordés, ma petite sœur Léonie, Odissa Nepende, sont accordés avec M. Nyemek pour m'organiser une petite fête. Vous étiez là, parfait, ici. Tout à fait. Ça s'est fait du côté de Ebolme Djomapren Kouaban. Mes amis étaient là, mes frères étaient là, j'étais très content. Bon, j'ai un peu pleuré, certainement parce que je suis toujours celui Les pleurs de joie. Je suis toujours celui qui prend soin des autres. Donc, il est rare de voir que les gens prennent soin de moi, donc ça m'a rendu vraiment ému. J'ai un peu pleuré, j'étais très content de voir ce qui s'est passé hier. Et donc, je vous remercie vraiment profondément. Et j'espère que à vos anniversaires, je vous rendrai l'appareil. Du moins, j'essaierai de faire du mieux que possible pour égaliser. La générosité est une dette. Voilà, parce qu'on est parti de là très tard. Il fallait arriver ici très tôt ce matin. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va dire bonjour à Alexandre du côté d'Aqua, à Douala, qui nous suit tous les matins. Et concernant l'affaire Onla, je pense comme M. Nyemek que le grossissement, l'épaississement ou la volonté d'exacerber une situation qui au départ peut être minimale ou banale constitue quand même de vraies atteintes à l'intégrité des Camerounais. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est le propos de Onla qui est problématique. Ça peut être le cas.
Mais c'est le grossissement qui en est fait également qui crée le plus grand problème. Au Cameroun, dans chacune de nos familles, chacune, je pèse mes mots, il y a des restrictions communautaires. On peut peut-être je vais vous dire une chose, publiquement. Bernardo, je ne vous interromps pas. Hein. Oui. Là, je parle de moi. Je pense qu'on va pas me suspendre parce qu'elle parle de moi-même. Oui, Lorsque j'ai présenté ma femme oui, à ma femelle, oui. première question, comme la majorité des mamans de cette Ouais. époque, Ouais, ouais. elle m'a posé la question, elle est de quelle ethnie? Voilà. Je lui ai dit, c'est une fille boulou. Dès que j'ai dit ça, elle n'a plus parlé. Et comme je la connais, j'ai compris que c'était un refus qu'elle voulait déjà me faire savoir. On est resté pendant près d'une heure. Nous nous sommes partis. Elle m'a rappelé. Elle me dit, je veux te voir à la maison demain. Je suis revenu. Elle me demande, je dis, tu m'as présenté une femme hier. Tu dis qu'elle est quoi? Elle est de quelle ethnie? Je dis qu'elle est boulot. Elle dit, vraiment, mon fils, je sais pas pourquoi tu veux toujours me décevoir. Hein. Je dis, comment ça? Elle me dit, tu as déjà vu la tombe de quelle fille boulot dans nos villages et Wondo? Tu as vu la tombe de quelle fille boulot? Voilà. Est-ce que ça, c'est un propos elle me dit, ici, on n'épouse pas les filles boulot parce qu'elles ne restent pas en mariage. Je lui ai dit, maman, tu sais, cette fille boulot, moi je l'aime. Et ce sera la première tombe d'une fille boulot qu'on aura dans notre village. Elle m'a dit, de toutes les façons, avec moi, ça ne passera pas. Mais j'ai mené ce combat contre ma mère. J'ai fini par la convaincre un tout petit peu, et les mots ont un sens, et j'ai finalement épousé cette fille boulot. Donc pourquoi je raconte cette histoire à Mondovision? C'est pour dire que dans presque toutes les familles, il y a des restrictions de restrictions non écrites, voilà, mais qui existent. Monsieur Niamek a bien fait de dire que c'est parce que ça s'est retrouvé sur la place publique mais que le problème ici est plus connu. Mais on vient de dire ça, les boules ne vont pas s'énerver. Parfait ici, moi personnellement, je vais pas citer l'année, mais il n'y a pas très longtemps, j'étais avec une fille de l'Ouest. Vous n'avez même pas grondé. Moi, son oncle m'a dit, ma fille n'épouse pas un quoi. Il me l'a dit. Mais, puisque j'étais vraiment très lié. Moi, je comptais vraiment et tu l'aimais ma vie avec elle, oui. Il m'a dit, ma fille n'épouse pas un quoi. Et puis... Est-ce qu'elle était hier à l'anniversaire? C'est la question. Il faut en convoquer le matin comme ça. Il faut me laisser tranquille, très tranquille comme je suis là. Et du coup, j'ai été triste. Et puis, on s'est séparés. Elle est restée dans son coin. Certains me disent qu'elle était même prête pour qu'on aille signer l'acte de juillet. Je dis non, moi je viens d'une famille, moi je suis bon. Je ne peux pas aller signer l'acte des affaires comme ça. Je viens d'une communauté. Vraiment, il n'y a pas de problème, je continue. Vous voyez? Mais si c'était ailleurs qu'on avait fait cela, on devait crier aux tribalistes, basson et haineux et toutes les histoires. Quoi que je puisse dire, c'est quoi? L'endogamie existe. Les communautés parfois savent se retirer pour faire des choses ensemble, pour préserver le lignage ou parfois l'unité sanguine. C'est important dans la spiritualité. Donc, aller vers les autres, c'est bien, mais il faut préserver une unité souche, une unité de base. Et ça, c'est pas négligeable. Donc, on n'a pas à s'offusquer. Nous savons que les gens ont des restrictions. Non. On peut juste tolérer la manière de le dire. Par exemple, donc moi je suis pas celui qui donne des conseils à Onla, parce que moi aussi j'ai dit des choses ici que un chanvriste quelque part est allé grossir, vraiment il est en misère sexuelle quelque part là-bas en Europe, il a grossi mes propos et voilà. Mais au fond, ceux qui avec qui je vis savent pertinemment que voilà il n'y a pas matière à pinailler pour si peu. Merci beaucoup. On l'a dit des propos qui peuvent prêter à polémique, mais à la réalité les restrictions sont partout. Nous allons fermer cette grosse parenthèse matinale en disant tous ensemble, faisons un effort pour tout simplement détruire ces barrières. Telle communauté n'aime pas telle autre communauté sur le plan du mariage, ainsi de suite. Pour moi, parlant justement du mariage, c'est pas l'ethnie qui est importante, mais c'est tout simplement l'affection que les deux êtres humains peuvent avoir. Comme quelqu'un disait encore, c'est un poète, hein, le tout n'était pas de se regarder dans les yeux, mais c'est de regarder vers la même direction. Il y a des antécédents familiaux qui parfois induisent ce genre de réaction, hein, parce que c'est pas ex nihilo. Parfois dans les familles, il y a des antécédents qui créent d'autres problèmes. Non, il y a un problème de temps. Moi, je voulais plutôt revenir sur l'anniversaire de Bernardo. Là, au moins, c'est un fait heureux. Oui, c'est un fait très heureux. Moi, j'ai bu du bon vin rouge hier à la nif de Bernardo. Et j'ai mangé le bon, comment on appelle ça? Je ne sais pas si ton réalisateur, votre réalisateur est contre l'anniversaire de Bernardo. Parce que moi, je ne sais pas quand même. C'était un démineur en chef. En blouson noir derrière là-bas, c'est mon grand frère, le premier né de voilà, donc nous avons passé du bon temps avec les amis de Bernardo, voilà, ses mon fils en chemise colorée, sa famille.
Et donc, je ne sais pas, le réalisateur déteste parfois ici, qui était pourtant de la partie. Non, c'est vrai que je ne sors pas beaucoup sur les photos. Là, c'est ma petite sœur. Voilà, donc... J'avais un smoking noir, 3 pièces, Voilà. avec une veste rose à l'intérieur, nœud papillon, noir et blanc, vous voyez. Beaucoup Sapé d'argent. comme jamais. Chaud les problèmes. Dieu, c'est vrai. il faut peut-être rappeler ici que Voilà mon fils Loïc. Bernardo nous a pris de cours ici, en début d'émission. Voilà Dimitri en rouge Et derrière. Nous avons pris sur nous de lui organiser un petit truc Tout à fait. à domicile. Donc, je crois que ça s'est plutôt bien passé. Nous nous séparions tard. Il était toujours dans ses jus. Et voilà. Jus naturel. Les jus Moi, je naturels. prends pas d'alcool. Voilà, donc... Donc, merci à monsieur Ngemek et merci à Léonie Pendewedi Sene. Merci à beaucoup Virginie, également. Hein. Merci à mon et frère. encore joyeux anniversaire à Là, Bernardo. je pleurais un peu. Là, Garçon. voilà. Et là, Bernardo pleure comme un Pleurait, bébé, ouais. alors que les bombes ne pleurent Le pas. putain, c'est quoi? Il pleurait parce que on était en train de chanter joyeux anniversaire. Voilà madame Merci Ngemek, beaucoup. un jeune. De toutes les façons, c'était fabuleux. Lorsque nous avons dit cela, nous prenons la première transition. Théophile Vianney-Biya, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. Que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque présentent pas mal d'actualités et nous ouvrons donc cette revue de presse avec le tri hebdomadaire La Météo de Dieudonné Mvang qui s'intéresse à cette actualité ce matin et parle dans de lutte contre la vie chère. Le gouvernement intensifie les ventes promotionnelles. C'est la principale une de ce journal qui donne des précisions de la page 2 à la page 3 et nous fait savoir que dans un communiqué ce 18 septembre, le ministre du Commerce informe le public de la prolongation pour de longues semaines encore sur toute l'étendue du territoire national de la campagne lancée à l'occasion de la rentrée scolaire 2023-2024. Luc Magloire Mbarga Tangana convie par ailleurs les consommateurs à en tirer pleinement avantage et de se rapprocher des services territoriaux de son département ministériel pour des besoins d'identification et de localisation des sites. Info Matin nous amène à Douala. Le quotidien Info Matin parle donc de l'aéroport international Douala, retour à la normale à l'aéroport international. Annonce faite hier par le directeur général des ADC, Thomas Owona Assumu. Après 2 jours d'infiltration des eaux dans l'aérogare passager consécutive à une forte pluie survenue le 15 septembre dernier pendant les travaux de réfection du complexe d'étanchéité. Mutation s'intéresse au Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, le congrès fantôme à 2 ans de l'élection présidentielle. On reparle d'une éventuelle tenue prochaine de ce conclave qui devrait éclaircir l'horizon sur le candidat du parti à ce scrutin. De la page 6 à la page 7, le journal de Georges Alain Boyomo revient donc sur cette actualité ce matin. Budget de l'État, la cagnotte des industries extractives est présentée en page 8 du journal Mutation. Le jour parle également de ces industries extractives et parle de transparence en pied de une. Le journal d'Aman Mana précise transparence, les industries minières ont généré 776,09 milliards en 2021. Et si on parlait de ces équipements, 58 milliards pour importer des tracteurs en 2022. La douane camerounaise annonce une hausse des importations alors que la relance de l'usine de Bolova reste attendue. Comex fait Fecafoot, des résolutions qui n'apportent pas la paix. Le messager parle également de ce Comex fait Fecafoot, le Comex en mode suspension. Décès du vice-consul de France. Le présumé suspect blanchi, Njoya Ismaël, président
directeur général de la Société camerounaise d'intermédiation et de négoce, a été libéré vendredi dernier. Restons à la Fédération camerounaise de football avec le quotidien Émergence qui parle donc de ces suspensions de plusieurs présidents de clubs. En page 11, le journal en parle. Grève d'OTS, le gouvernement doit résoudre le problème des enseignants. C'est la une du journal Émergence qui s'intéresse donc à cette actualité. Terre promise, hebdo de Marc Omboui parle ici de la diplomatie camerounaise. Le Cameroun face aux crises internationales, aux antipodes de la tonitruance. D'aucuns estiment que la diplomatie camerounaise est aphone, mais Yaoundé sait agir quand il faut pour sauvegarder ses intérêts. Compte rendu parlementaire, pouvoir à la base. Le quotidien bilingue Cameroun Tribune revient donc avec cette actualité ce matin pour nous dire qu'entre les sessions, plusieurs députés et sénateurs descendent sur le terrain pour restituer les travaux du Parlement et garder le contact avec l'électorat. Cette activité dont certains usent aussi comme d'une plateforme de marketing politique permet par ailleurs aux élus de recenser les doléances et les propositions des populations afin de mieux défendre leurs intérêts. Et si on laissait ce journal pour retrouver la République Presse de Timothée et Somba Bena, ce journal qui est en kiosque nous amène du côté de Fumbot. Société autonomisation des jeunes de Fumbot. Njoya Zakariaou, catalyseur de la vision agricole du président Paul Biya. C'est la une du journal La République Presse qui revient donc sur ce geste de cœur de Njoya Zakariaou du côté de Fumbot le 16 septembre 2023 à l'occasion de la première conférence semestrielle de la section OJRDPC du Noun Sud 1. Le ministre délégué auprès du ministre des Transports a redonné espoir aux jeunes de Fumbot en leur offrant généreusement un important don de matériel agricole et machines utiles à l'entrepreneuriat. Parmi donc ce don, on peut citer ici le package qui est constitué de moulins écrasés, de groupes électrogènes, de pulvérisateurs et bien d'autres matériels. C'est donc une bouffée d'oxygène pour les couches vulnérables que le président de la République porte à cœur. Lui qui, grand promoteur de l'agriculture, a déclaré « La terre ne trompe pas ». Le journal revient sur ce geste de Njoya Zakariaou qui accompagne donc les jeunes et qui promeut l'autonomisation des jeunes du côté de Fumbot. C'est dans le Noun. Le quotidien Eco-News nous permet de refermer cette revue de presse. Ce quotidien qui s'intéresse à l'actualité économique parle ce matin d'énergie solaire. Le saut vers l'inconnu, s'interroge ce journal. Le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Edundou Essomba procédera cette semaine dans les villes de Guidère, dans la région du Nord, et de Maroua, la capitale régionale de l'extrême Nord, à l'inauguration des deux plus grandes centrales solaires du pays, d'une capacité cumulée de 30 mégawatts. Quelle est donc la plus-value de ce dispositif dans le réseau interconnecté Nord? Le décryptage nous est servi ce matin au journal Eco-News de Pascal Dibamou qui nous permet donc de refermer cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce mardi. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Imbattable, implacable, inattaquable et inaliénable reste votre fidélité. Merci de faire confiance à Info TV dans le cadre de l'information. C'était la revue de presse Acte 2 avec Théophile Vianney Biya. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci Al Perfecto, merci également à tous nos téléspectateurs. Et moi je vous appelle justement TVB. Merci. TVB, Oui. le 19h en anglais, sans oublier le 20h en français. Oui. Ce soir, le fait saillant de l'actualité à développer. Pour parler donc du fait saillant de l'actualité à développer, nous sommes en pleine rentrée scolaire et nous continuons de rester dans cette mouvance. On va s'intéresser aux emblèmes nationaux pour parler ici de la valeur et la place de ces emblèmes nationaux dans un pays comme le nôtre. Et parlons bel et bien de ces emblèmes nationaux, on va jeter un regard plus attentif sur le drapeau parce qu'aujourd'hui on a comme l'impression que le drapeau perd de plus en plus sa valeur. Ce drapeau qui est abandonné dans certaines administrations, dans certains, du moins dans certaines chefferies, alors qu'on nous a dit à l'entente, lorsque nous on grandissait, lorsqu'on était à l'école, le drapeau camerounais ne doit pas se mouiller. Mais regardez le nombre de drapeaux qui se lavent lorsqu'il pleut, le nombre de drapeaux que l'on retrouve qui ont perdu la couleur. Tout simplement. Voilà. Vous posez la question si c'est le drapeau du Bangladesh, si c'est celui de l'Afghanistan ou bien du Kyrgyzstan. Exact. Le vert n'est véritablement plus vert. Le vert tend maintenant vers le blanc. Le rouge tend vers le bordeaux, le jaune tend vers le marron, et l'étoile n'existe presque plus. Il est pratiquement en lambeaux. Oui. Et on dit que voilà le drapeau du Voilà Cameroun. le drapeau du Cameroun.
Et donc, on va donc s'intéresser à ça. ça. Également, je vous suggère un autre angle de traitement en direct par rapport à ce papier d'une importance civique capitale qui devrait ou qui mérite avoir un drapeau devant sa cour. Parce que je pense que c'est aussi important. Oui, de plus en plus. Vous allez voir un badaud qui prend le drapeau et met sur son toit. On ne comprend rien. Un badaud dit qu'un fumeur de chanvre, ainsi de suite. Le même drapeau est devant la cour d'un très grand chef traditionnel. Oui. Et il dit qu'en même temps, un fumeur de chanvre, il met aussi le drapeau devant sa cour. Il y a même certains ménages où vous trouvez 3 drapeaux. Voire 4. Alors que... Je vous vois venir. Je préfère m'arrêter là. Là-bas, c'est un ami et un grand frère. Mais je vais quand même poser la question à ce grand frère. Quelle est la symbolique de ces 2 ou 3 drapeaux au niveau de sa cour? Merci. C'est le représentant des consuls et des ambassadeurs. Oui, perfecto. À demain. Avec le même plaisir. Très bonne suite d'émission. Merci beaucoup. Alors, on n'aura pas notre pause actu dans la mesure où nous n'avons plus suffisamment de temps. On y reviendra tout simplement dans quelques secondes pour la suite du programme. La dénonciation reste également l'une des rubriques les plus appréciées de ce programme. Si vous êtes victime d'abus dans votre quartier, dans votre localité, dans votre ville, dans votre pays, une seule adresse Info TV. Nous ferons le reste. Nous avons à cœur ici les valeurs de justice, mais également d'équité. La dénonciation de ce matin, c'est une exclusivité de Bernardo. El Perfecto, aujourd'hui, on dénonce une infidélité tolérée et qui, à un moment donné, mérite d'être examinée par les démineurs. Alors, une jeune femme est fiancée, Madame Bissot, c'est à vous que je m'adresse. Elle est fiancée et elle se fait téléphoner par un de ses ex-compagnons, pas son fiancé. Elle va le voir et elle lui dit qu'elle est célibataire. Elle lui cache qu'elle est enceinte. Attends, je ne comprends pas bien. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît. Je dis une jeune dame au Cameroun est fiancée. Oui. 3 semaines avant son mariage, elle rencontre un de ses ex. Oui. Elle lui dit, elle lui cache qu'elle est fiancée. Elle lui dit qu'elle est célibataire. Elle lui cache qu'elle est enceinte. Oui. Le jeune homme, qui est son ex bien sûr, qui a bu boira, va avec elle dans un lieu public et ils font les choses, les adultes, dont ils ont des rapports sexuels. 3 semaines plus tard, le monsieur, en parcourant les statuts WhatsApp, etc., constate que la jeune fille avec qui il était il y a 3 semaines s'est mariée et est enceinte. Et là, il lui demande que, mais pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais fiancé? Parce que moi, je ne prends pas les choses des gens, en principe. Elle lui dit, parce que je n'ai pas jugé utile de te dire. Le jeune homme, maintenant, avec ses proches, partage en disant que vraiment, il estime que c'est un cas grave. Qu'une femme qui est fiancée, qui se marie dans 3 semaines, et qui est enceinte, ne peut pas être autant légère. Vous voyez? Sauf que lui, maintenant, on le blâme en estimant que non. La fille faisait enterrement de vie de jeune fille. C'est les filles qui répondent comme ça, hein, que non, elle faisait enterrement de vie de jeune fille, que vraiment c'est lui qui se sent frustré parce que la fille l'a utilisé, vraiment, etc. Donc j'ai voulu que ce matin, on sensibilise encore sur la question et qu'on essaie de voir si jamais cela est acceptable ou tolérable dans un monde sérieux. Sur la question, du moins,
de savoir si la jeune fille était, on peut lui tolérer cela sous le prisme de ce que c'était l'enterrement de vie de jeune fille. Dans la légèreté, quoi. La légèreté. L'enterrement de vie de jeune fille. Est-ce que l'enterrement de vie de jeune fille signifie vous devez faire les choses caché même d'abord? Bon. Timothée et Somba Bena, qui a certainement une bonne expertise en la matière, va essayer d'argumenter. Comment vous qualifiez ce genre de femme? Bon, je pense que la déliquescence en termes de mœurs de notre société est révélée à travers cette histoire, parce que nous avons atteint un niveau où nous banalisons tout, nous banalisons le sexe, nous banalisons les relations humaines. En principe, dans notre environnement, les fiançailles qui sont célébrées coutumièrement ont valeur de mariage. Tout à fait. Dans le droit anglophone, par exemple, ils ne connaissent pas la signature de l'acte à la mairie. Tout se joue au moment de la dot, la demande de main qui tient lieu de mariage. Ils font un procès verbal qu'ils vont déposer à la mairie pour obtenir l'acte de mariage. Donc, il est inadmissible qu'au Grand Sud, il y ait cette propension à banaliser les fiançailles. Même ce que vous dites encore là, vous verrez qu'il n'y aura pas un problème. Hein. Tentez un peu de dire, donner une autre région là, on voit. Maintenant, quand vous dites au Grand Sud, on a tendance à banaliser. C'est bon, c'est parce bien. que quand il dit Grand Sud, il a intégré la partie basse du Cameroun. Si vous aussi dites dans le Grand, une autre région là, on allait dire propos haineux. Le CNC et le CNC allait frapper dur. Mais ça, le Grand Sud, c'est bon. Je vous dis que tu as du Grand Sud, on ne va pas me convoquer au CNC. Mais dis aussi notre région, je vois. Timothée Somba, allez-y dans votre analyse. C'est donc cette banalisation des fiançailles, du mariage coutumier, qui fait qu'aujourd'hui, certains pensent qu'ils peuvent trouver des explications ou quelques raisons que ce soit à l'acte que la fille a posé. Nous sommes véritablement face à une fille qui n'a pas conscience du niveau d'engagement dans lequel elle s'est impliquée en se rendant fiancée d'un homme. Et moi, je pense que sévérité pour sévérité, il n'y a pas de circonstances atténuantes à trouver à la jeune fille, surtout aux encablures de son mariage officiel. Elle a certainement utilisé son ex pour quelques raisons que la dénonciation peut-être ne dit pas. C'est la saison des benguistes au pays, entre guillemets. Peut-être c'est un benguiste. Non. C'est quelqu'un qui est sur place. Peut-être son ex est fliqué et elle avait justement besoin de cet appui financier pour ajuster son budget de mariage. Mais c'est un acte malsain qu'il faut condamner avec la dernière énergie. Bernardo, quelques compléments d'information. La jeune dame s'était séparée de cet ex, ça faisait à peu près combien de temps? Depuis 2020. Donc, depuis 2020, près de 3 ans. Alors, Madame Bissuela, vous qui êtes une dame déjà d'un certain âge, vous avez une certaine maturité sur ce plateau. Il y a quelques mois, vous nous disiez que vous avez beaucoup d'années de mariage avec votre tendre époux. Alors, c'est quoi cette affaire? Une dame, une fille digne de ce nom, une vraie fille, au nom de l'enterrement, ce qu'ils appellent enterrement de quoi, des jeunes filles, elle se donne encore en holocauste à un type qu'elle avait connu il y a 10 ans pour dire que non, c'est l'enterrement de la vie des jeunes filles. Est-ce que ce n'est même pas, elle n'est pas en train de souiller le mariage qu'elle recevra, la bénédiction nuptiale qu'elle recevra dans quelques jours, ou bien le lendemain? Bernardo a tout dit dans ses propos en fait. Parce que nous constatons aujourd'hui, mon copanéliste l'a dit tout à l'heure, la banalisation du sexe. Nous trouvons qu'une fille, le jour de son mariage, va te prendre une pause entre parenthèses avec un ex. Le jour du mariage? Oui, ça existe. Non, vous êtes sérieuse là? Non, très sérieuse. Le jour du mariage? Le jour de son mariage. Incroyable. Elle le fait et ils ont un mot vulgaire qu'ils utilisent qui a bu boira. Non, c'est un proverbe chinois. Et puis... Lim pim ping lim pam pam. Et aussi chez mes frères du Mbam qui le disaient souvent, au gara gara au gay. Voilà. Donc, mais moi je trouve que ce sont des trucs où en Afrique, ça n'existe pas. En Afrique, on dit quoi? En Afrique,
Oh là là. Bon, je reviendrai dessus parce que ça m'a échappé. Quand vous prenez l'engagement, justement, quand vous prenez un engagement, parce que le mariage, en fait, c'est un engagement. La cola qu'on rompait au bas d'un arbre faisait acte d'engagement et c'était une signature qu'on n'effaçait jamais. C'était un pacte. Je pense que cette jeune fille, cette jeune dame, je ne peux pas dire fille, c'est une dame, parce qu'elle est près du mariage. Elle s'est mariée. Oui. Quand elle a accepté, déjà, on a eu à partager le pot où son père lui a demandé, est-ce que je bois? Et elle a dit oui, papa. Elle a dit oui, papa, bois. Mais synonyme d'acceptation de mariage. Son propre père. Elle a maudit son propre père parce que déjà elle a fait boire du péché à son père, hein, parce qu'elle n'a pas respecté l'engagement qu'elle a pris. Et puis nous avons vu que c'est courant aujourd'hui, les filles qui se rallongent les fins du mois en ayant 2, 3, 4 copains pour se amant. Et elle trouve même que c'est normal. Pour se faire valoriser vis-à-vis de leurs copines. Pour dire, parce que moi, un homme, aujourd'hui, je donne ce conseil toujours à mes frères, quand ta femme a beaucoup d'amis, il faut la chasser. Parce que ses amis viendront dire, moi, mon mari me rationne 400 000 francs, mais c'est 4 alors hommes qui qu'il rationnent. ne donne même pas 40 000. Elle dit que c'est 4 hommes. Oui, madame Oui, Bissot. c'est 4 hommes qui rationnent. Le syndicat vous remercie. Oui. Non, c'est pas le syndicat, je suis une maman. Ouais. Et comme je défends les garçons, je défends aussi les jeunes filles. filles, Parce que d'accord. je suis la mère de tout ça. Oui. Si une jeune fille, à 3 semaines de son mariage, elle le fait, est-ce que vraiment elle va se marier? Qu'est-ce qui lui fait, qu'est-ce qui fait croire à ce monsieur que demain l'enfant qu'elle prétend dire que c'est lui le père n'est pas l'enfant d'un autre ex? Attends, Donc, vous voyez, madame Issoubie, là, on met ça sous le coup de l'enterrement de la vie des jeunes filles. Donc, quel enterrement? Ça, c'est les choses même des blancs qu'on va nous amener ici. Chez nous, il n'y avait pas les affaires d'enterrement là. Quand on t'a déjà dit, depuis qu'un m'a doigté le doigt pour dire que voilà la femme de mon fils, cette fille-là même ne jouait plus sous la pluie avec les autres. Les histoires qu'on amène à l'enterrement de vie des garçons aujourd'hui là. Vous partez dans les boîtes de nuit, forniquer, pécher et consort, faire des trucs où vous venez amener des enfants qui ne sont pas les enfants légitimes dans les foyers des gens. Un père se met à élever un enfant, 10 ans après, on lui fait comprendre que c'est pas son enfant, on enlève son enfant à l'école parce que cet enfant appartient à un autre père. Mais vous voyez que vous êtes en train de la société jeune là, vous appelez ça Android, en train de détruire vraiment la société. Et c'est les enfants plus tard qui vont vraiment souffrir parce que nous avons constaté la recrudescence des enlèvements d'enfants. Et beaucoup doutent. Est-ce que ce sont des problèmes de criminalité ou bien est-ce que ce sont des problèmes sociaux où nous avons ce genre de cas où un père, une fille accouche à l'enfant ressemble au voisin? C'est compliqué. Vraiment. Je vous pose quand même une question. Hein. Une fille qui se comporte de la sorte à quelques semaines de la bénédiction nuptiale, est-ce qu'on peut vraiment dire que cette fille aime son amant? Son fiancé ou son amant? Disons son fiancé, c'est mieux dit comme ça, son fiancé. Elle a d'abord aimé l'ex avant d'aimer le fiancé. Donc, à principe, elle est partagée, elle est divisée. Non, ou alors elle aime tout le monde. Elle n'est pas stable. Elle n'est pas stable. Elle est légère sentimentalement, légère physiquement, légère puissamment. Je ne sais même pas quelle légèreté je vais ajouter dans tous ces langages-là. Et nous avons peur aujourd'hui pour nos jeunes filles. L'engagement que nos jeunes filles prennent aujourd'hui vis-à-vis des jeunes garçons. Bernardo, je ne sais pas si vous êtes marié, mais réfléchissez encore beaucoup parce que vous risquez d'élever les enfants qui ne sont pas les vôtres chez vous. Non, c'est avec je ne maudis pas Bernardo. Venant d'une maman, nous allons prendre cela au sérieux. Oui, avec ce qui se passe aujourd'hui, nous voyons ça. Merci beaucoup. Pierre Blériot-Niamek, on a donc une dénonciation sur la table qui pose 1 ou 2 problèmes, et même 3 problèmes. 1, le problème d'enterrement de la vie de jeunes filles. 2, c'est quoi cette tradition? Est-elle africaine ou alors importée? 3, une fille qui se comporte de la sorte peut-elle être demain une bonne épouse? Alors, comme vous avez vous-même indiqué,
problématique soulevée par cette dénonciation nous permet de réfléchir sur les conditions préalables du mariage. Parfois ici, les gens éludent, ça veut dire évitent d'adresse, les motivations réelles d'un bon mariage. Aujourd'hui, une femme, une fille peut aller en mariage alors qu'elle ne se sent pas vraiment satisfaite de ce mariage. Ça veut dire quoi? Un des aspects importants du mariage, c'est le sexe. Vous le dites comme ça. Oui, je préfère le dire comme ça. Il faut une certaine compatibilité dans ce domaine ou alors une vraie renonciation. Il faut qu'on se comprenne. Lorsque vous épousez une femme ou lorsqu'une femme accepte de vous épouser, si vous avez conscience vous-même que vous ne réussissez pas à la satisfaire sexuellement, de deux choses l'une. Soit elle renonce à sa satisfaction sexuelle pour être une femme fidèle, soit c'est vous qui renoncez à sa fidélité du point de vue du sexe. Il faut que ce soit clair. Je préfère dire les choses telles qu'elles se passent souvent. Parce qu'une fille peut venir en mariage, et très souvent c'est le cas chez nous. Les femmes vont en mariage aujourd'hui parce qu'on leur assure une certaine sécurité financière, matérielle. Mais elles disent à leurs copines, parce que les femmes parlent plus de sexe que nous, parfois ici. Ah bon? Oui. Dès que tu as ton gars, tes copines te disent que il fonctionne comment là-bas. Est-ce qu'il a su? Est-ce qu'il a su? Tes sœurs. Donc, si vous voyez vos belles sœurs vous regardez bizarrement, sachez que votre femme a déjà dit que vous n'assurez pas. Ou ses copines. Donc, quand vous assurez plein tube, on vous regarde aussi autrement. Et comme ça, quand vous parlez aux copines de votre femme, elles vous écoutent. Parce que votre femme leur a dit que mon gars là, lui... C'est un chat. Voilà. Donc, quand on a réellement ce problème, parce que ce n'est pas toute femme qui va aller enterrer sa vie de jeune fille. Vous voyez que c'est son ex. En fait, moi, je crois soupçonner ici qu'elle voulait encore quelque chose de plus vif qu'elle connaissait avec ce gars, qu'elle ne trouve certainement pas chez son mari. Parce que si son mari avait suffisamment labouré le champ, les jours qui ont précédé le mariage, elle ne serait pas en état d'aller demander qu'on lui enterre la vie de jeune fille. Maintenant, si c'est le genre qui préfère seulement chercher l'argent pour la cérémonie de mariage, chaque fois qu'on lui dit qu'il faut d'abord travailler, lui ne travaille pas. Il cherche seulement l'argent pour le mariage. Il cherche l'argent le matin, il cherche l'argent à midi, il cherche l'argent même à minuit. Bon, la femme va faire des bêtises. Moi, là, je décris la situation. Parce que nous mettons trop de pression aux femmes. Les femmes ont à choisir aujourd'hui. Avant, vous pouviez avoir à la fois un homme qui est fort aux fesses et qui est fort aux poches. On les appelle maintenant des faf. Qui est fort aux fesses et qui est fort aux poches. Maintenant, les femmes... mais habituellement, cette compatibilité n'est pas assurée. Alors, les femmes font donc le choix de celui qui est fort aux poches pour le mariage officiel et gardent à côté celui qui est fort aux fesses. Bon. Comme les ex. Donc, les hommes doivent se battre pour être forts à ces deux niveaux-là. Oui. Moi, je crois honnêtement. Merci, Pierre Blériot Onyemek. Bernardo Basson, je plains le sort de ce jeune marié qui ne sait pas ce que sa femme a eu à faire quelques jours de leur union et probablement, on souligne probablement, qu'elle est encore en train de faire après l'union. C'est pas sa femme. C'est pas sa femme. Comment ils se sont mariés? C'est sa femme. Non, c'est pas sa femme. C'est pas parce que vous prenez quelqu'un à qui vous mettez une robe blanche et un voile que c'est votre femme. Non, c'est pas forcément votre femme. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré dans la rue qui vous a trompé, qui vous a manipulé et que vous épousez et après, il savait que ce soit un serpent à terme. Mais je voudrais dire ici deux choses principales. La première, c'est que le mariage, c'est un engagement. Tout à fait. Et il faut savoir faire l'effort de tenir à ses engagements. C'est pourquoi il y a les périodes de fiançailles. Pour que la femme sache pertinemment si son conjoint, son mari peut tenir le coup même sur 10 ans. Monsieur Yemek souvent me taquine. Parce que, bon, maintenant il m'a rejoint. Moi, je ne prends pas d'alcool.
je ne prends pas de cigarette, je me bats à chercher mon argent dehors, et là-bas, ça cogne Moi, je fort. prends de l'alcool. Justement parce que l'énergie de l'alcool, de la cigarette là, je la convertis ailleurs. Vous voyez. Donc je Vous me la bas convertissez où? dans la... libido. Et vous êtes sûr Dans que le pour sexe. nous qui buvons, il y a des soucis? Non, non, en fait, on se compare pas. Je parle de mon cas. On se compare pas. Ce que je veux dire, c'est que, dans ma femme qui vient m'épouser, si elle veut un homme qui prend beaucoup d'alcool, elle peut chercher quelqu'un d'autre. Cette femme a un homme avec qui elle vit depuis plusieurs années. Elle aurait pu déjà savoir si cet homme peut aller avec elle ou pas. Qu'est-ce qu'il y a à... Mais monsieur, il est réaliste, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il y a à venir ici dire oui pour après aller être faux derrière? Souvent, il me reproche aussi un peu le fait que moi, je dis que moi, je veux pas être infidèle ou polygame. Pour moi, c'est pas une vie que moi, je veux mener. Et que je ne mène pas jusqu'à présent. Est-ce que les hommes sont infidèles? Qu'est-ce que tu dis là? Bon, ça, c'est un point de vue personnel. Les hommes ne sont pas infidèles. Faut pas dire Ok. ça. Bon. Faut pas nous gâter les enfants. Laissons le cas. Laissons le cas. Papa, ici, pour moi, hein, Oui. cette jeune fille n'est pas différente d'une... Je ne veux pas dire prostituée, ça peut être insolent, mais elle n'est pas différente d'une fille légère. Parce qu'à la réalité, lorsque vous êtes une femme qu'un homme a choisi de mettre dans la maison, vous devez taire certaines pulsions, faire l'effort. On ne peut pas laisser libre cours à toutes les pulsions. C'est qu'on devient un animal. Parfois, vous pouvez voir votre voisine qui est très jolie, mais elle est mariée. Vous taisez votre pulsion parce que vous êtes un humain. Donc, elle a agi comme un animal. Elle a donné son corps à son ex. Et même, ce qui est davantage problématique, c'est que c'est pas un cas isolé. Parce que la plupart des jeunes filles qui ont eu vent de la situation ont légitimé en disant que, oh, c'est ton problème si tu es frustré, elle a enterré la vie de jeune fille, fait ci, fait ça. Vraiment. La fin d'enterrement des jeunes filles, là. Si ma chérie veut faire ça, la semaine prochaine, je suis assis là-bas avec elle. D'abord, il faut arrêter ça. Bernardo, un homme qui ne satisfait pas sexuellement sa femme court plus que l'homme normal des risques d'infidélité. Monsieur Yemek, la femme aussi qui sait que l'homme pas à satisfaire peut aller ailleurs. C'est ça le problème, il faut que tu comprennes. Les hommes qui peuvent satisfaire les femmes sont de moins en moins nombreux, ce qui nous donne beaucoup de travail. Moi, je constate. C'est pas facile. Nous allons lire quelques préoccupations des téléspectateurs. Hein. Blérieux a raison sur toute la ligne concernant la dénonciation. Bonjour El Perfecto et aux invités. On a l'impression que dans ce pays, une certaine communauté a le droit de tout dire des autres, mais l'inverse n'est pas vrai. La beauté, l'intelligence et la force ne sont pas le monopole d'une race, écrivait Aimé Césaire il y a de nombreuses années. Je dis à sa suite, la beauté, l'intelligence et la force ne sont pas le monopole d'une ethnie. Pour la dénonciation, cette fille est terrible. Même l'Atlantique ne peut pas digérer tout ce que la terre vomit, disait Fatou Diom. L'ex aussi aurait dû se taire, je pense, car la noblesse d'un ventre, c'est sa capacité à offrir une tombe au secret. Et celui qui ouvre cette tombe doit en supporter l'odeur. C'est Loric. C'est un jeune garçon de 19 ans. C'est lui qui écrit comme ça. Bravo Loric. Mais il faut lui dire qu'on ne cache pas tout ce qui pourrit, parce que quand ça pourrit, ça finit par sentir. C'est pas comme si c'est l'époux qui a dévoilé sa femme. Loric voulait causer avec Calixte Beyalan. Elle apprécie beaucoup Calixte Beyalan. Il apprécie beaucoup. Il la lit beaucoup. J'ai tout fait pour mettre Loric. Mais il n'a pas encore pu. Hein. Ah bon? Il m'a dit que Calix hésite à répondre. Je vais donc appeler Calix au sortir de ce programme pour lui dire qu'il y a un jeune garçon qui l'apprécie beaucoup. Bonjour à vous sur le plateau. Pour la dénonciation, c'est la nature de cette fille. Elle n'est pas sérieuse. Elle apporte la malchance dans la vie, dans la vie de ces derniers. Mais tout ce que l'on fait dans le noir sortira un jour à la lumière. Elle n'aime pas son fiancé. Que cette fille soit sévèrement punie par Dieu. C'est quoi comme ça, mon Dieu? Julien depuis Douala, il le message. Seulement pour ça. Je dis seulement pour ça. Seulement. Dieu entre déjà dans ça et puis non, n'en faites pas trop. Bonjour Perfecto et ainsi qu'à ton magnifique panel. Pour ma part, ce futur fiancé
est et sera toujours en perpétuel danger, car le prétexte aujourd'hui est l'enterrement de vie de la jeune fille, de jeune fille, et demain, ce sera sans doute autre chose. Peut-être l'enterrement de vie de la fille mature. Pour dire en un mot comme en mille que cette fille est une fille aux mœurs légères. Maintenant, comme prévention pour nous les hommes, afin de ne pas élever les enfants qui ne sont pas les nôtres, je vous suggère de garder 150 000 en plus de la layette, ce qui représente les frais de test de paternité. Arnaud depuis les logements sociaux de Yassa. D'accord. Je pense qu'on va organiser notre débat. Et quand vous ne pouvez pas faire d'enfant? Bonjour le grand perfecto, cette fille doit laisser ce mariage. Et si elle trompe son fiancé à la veille du mariage, ça ne vaut pas la peine. Dans la vie, on ne gagne pas partout. Elle devait prendre son fiancé avec ses avantages et inconvénients. C'est Elissa de Damas qui envoie le message. Bonjour perfecto, le bao du micro. Et cette fille est légère et par conséquent n'est pas digne d'être épousée. C'est Willy de Djaringol Kodek à Marois qui envoie la préoccupation. Bonjour au BAM. Le pavier. Non, le BAM c'est le bataillon. Antimine. Ah, ok. J'ai compris au BAM. Mais j'ai dit, perfecto, comment Basson essuie les larmes avec le smoking, comme en consultant quelque part essuie souvent. Et puis même, il a eu quel âge? En tout cas, joyeux anniversaire au sucre national. Que du meilleur pour lui. Un autre message venant de Colette, depuis la ville de Mbalmayo. Elle nous dit, bonjour le sac de modérateur, bonjour au panel. Je voudrais poser une question à mon frère Blériot, juste comme ça. Que pense-t-il de l'attitude du professeur Baïbek sur les plateaux télé? J'ai répondu à ça hier, non? Blériot a collé un mot. Oui, mais moi, je veux vraiment pas qu'on en parle. Non, parfait ici. À force d'applaudir certaines dérives, elles deviennent des habitudes. Je l'ai dit clairement hier. Quand on a commencé à applaudir les choses de professeur Baïbek, Baïbek a pris du volume. Il a commencé à croire qu'il faisait bien. Il insultait les journalistes, tu ne lis pas, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Baïbek est professeur agrégé de médecine, un très bon médecin. Cela ne lui est pas contesté par ses pairs. Baïbek n'est pas le professeur de journalisme et autres. Et il a écrit combien d'ouvrages en journalisme pour qu'on le lise. Donc, Baïbek lui-même parle français avec des fautes. Il est coutumier de fautes. Non, de ce que je parle de Baïbek. Non, Baïbek, c'est mon père. Il parle français. Si c'est ton père, vous allez aller le retrouver dans le village. Non, je dis donc ceci. Il faut que ça s'arrête. Il faut quelqu'un. Moi, je le gère. Il faut quelqu'un qui dise à Baïbek que tu t'es agité beaucoup dans cette affaire-là. Commence à te comporter comme le professeur agrégé de médecine que tu es. Très bien. Parle aux gens avec courtoisie. Parce que quelqu'un va... J'ai parlé au colonel Badiek l'autre jour pour vous dire. Je rencontre le colonel Badiek, je lui dis non, colonel Badiek, ce que tu as fait à ton grand frère Baïbek n'était pas bon. Badiek me dit, arrête, je suis l'aîné de Baïbek. Il a 61 ans, j'en ai 62. Je dis, donc Baïbek est seulement laid. Donc, voilà. Non, vous n'allez pas traiter quelqu'un de laid à la télé. Non, je dis que... le trouver laid, quelqu'un d'autre trouve qu'il est bon. Je dis donc quand déjà sa femme trouve qu'il est très bon. Non, c'est sa femme. Bon, donc je dis que, voilà. Et maintenant, moi je dis ça comme ça, Baïbek va arrêter. Beaucoup, ce que j'ai aimé quand même au niveau de votre intervention, Pierre Blériot, c'est le fait que certains maintenant ils se comportent vraiment comme tous des enseignants de journalisme. Quelqu'un est médecin, il pense qu'il peut donner les leçons de journalisme à un journaliste. Moi, je n'ai jamais vu là un journaliste donner les leçons de médecine. Non, c'est certains journalistes qui se laissent faire. Je pense qu'il faut qu'on nous arrêtions ça. Parfait, ici. Si un panéliste vous dit que je vais te gifler, tu l'attrapes, tu le jettes de l'autre côté, les gens le voient tomber. Je peux te gifler, mouf. Non, on peut pas permettre que les plateaux deviennent cela. C'est-à-dire, vous avez un professeur d'université d'histoire.
il se met à donner des leçons de journalisme à un journaliste. Vous avez un architecte, il donne des leçons de journalisme aux journalistes. Vous avez un avocat, il donne des leçons de journalisme aux journalistes. Mais ce sont les journalistes les plus moins chers de ce pays. Je ne comprends pas. Non. Entre-temps, quand le journaliste va parler du professeur d'histoire dans son domaine, on va lui dire, tu n'es pas enseignant d'université. Qui a dit que le fait d'être enseignant d'université signifie que vous êtes enseignant de tous les domaines? J'ai fait dire à un cervelé dans un groupe WhatsApp l'autre jour que vraiment je te conseille de suivre la chanson de Charlot Dipanda. On s'en fout. Et on marque une touche pause. Et nous allons prendre justement l'instant de l'analyse proprement dit. Nous faisions savoir en début de ce programme que nous allons parler de la communication de manière globale, mais avec une grande spécificité. Quel est le regard que vous posez sur l'aide publique à la communication privée dans notre pays, le Cameroun? Pour certains, c'est une grosse honte. Et je commence par passer la parole. D'abord, aux journalistes sur ce plateau de manière générale. Que pensez-vous de ce que l'on appelle dans notre pays l'aide publique à la communication privée? Je conviens avec le gouvernement que l'expression aide est teintée d'un caractère dégradant et c'est la raison pour laquelle eux-mêmes ont fait évoluer la terminologie depuis l'arrêté ministériel du 13 avril 2021 qui a rebaptisé cette aide en appui institutionnel de l'État aux médias à capitaux privés. Est-ce que ce n'est pas simplement une affaire d'ordre sémantique? Bon, la sémantique joue son rôle, tout comme les symboles le jouent aussi, parce que selon la terminologie... Si on vous appuie, ce n'est pas une aide? Pardon? Si on vous appuie, ce n'est pas une aide? Appui signifie que vous avez déjà vous-même mobilisé quelque chose et vous recevez donc un soutien pour booster ce que vous-même vous avez mobilisé. Ça, c'est selon mon acception. J'ai besoin de 100 000 francs, j'ai déjà 50 000 francs. Vous venez, vous complétez les autres 50 000 francs. Vous dites que c'est une aide. Vrai ou faux? Dans un sens, ça peut être perçu comme une aide. Maintenant, si je dis que c'est un appui que je vous fais, est-ce que c'est également une aide? L'appui n'est pas forcément l'aide. Tout repose dans les intentions et dans l'intentionnalité qui guide l'action. Bon, il ne faut pas que je vous en brûle beaucoup. Allez-y dans votre analyse. Okay. Donc, le gouvernement, les directeurs de publication ont estimé que l'expression même aide était incommode. Le gouvernement a donc fait évoluer pour parler d'appui institutionnel de l'État à la communication des médias à capitaux privés. Mais dans le fond, les conditions de perception de cet appui sont restées les mêmes que sous l'empire de l'aide, ce qui peut donc laisser subodorer que l'évolution n'était qu'incrémentale puisque nous ne reposons que sur l'aspect terminologique. Maintenant, il y a 10 ans, le montant de l'enveloppe était de 250 millions. Oui. Et puis, il y a eu une baisse croissante au point d'arriver à la modique somme de 56 millions. Pour les exercices 2021 et 2022. Mais en 2020, nous sommes remontés à 119 millions et le ministre de la Communication, lors de la présentation des vœux en janvier dernier, a dit que le montant allait monter de façon crescendo pour au moins retrouver la base initiale de 250 millions. Maintenant, lorsqu'on regarde le volume des charges qui incombent à la production éditoriale, les charges en termes d'Internet, les charges graphiques, les charges en termes de cotisation, de
CNPS de certains personnels, qui est une condition pour l'obtention du dit appui, on se rend compte que 119 millions véritablement sont insuffisants. Mais restons dans la logique selon laquelle la production éditoriale au Cameroun est la congruence d'au moins 3 libertés. La liberté de penser, la liberté d'opinion, la liberté d'expression et enfin la liberté d'entreprendre. On ne peut donc pas être libre lorsque l'on assoit le fonctionnement de son entreprise uniquement sur l'appui ou sur l'aide que l'État va nous apporter. Donc, il est bon que chacun sache pourquoi veut-il obtenir l'aide. La preuve en est que certains médias n'en demandent pas. Certains médias même ont parfois été sélectionnés sans avoir déposé le dossier. Ils ont refusé d'aller prendre. Je ne vais pas Entre-temps également, il y a certains médias également qui ont demandé cette aide, ou alors, pour être d'accord avec vous, cet appui, remplissant des conditions et n'ont rien reçu. On se rappelle quand même de cet épisode qui avait quand même une fois de plus éclaboussé l'image de notre gouvernement. Je pense qu'il y a 4 ou 5 ans, je n'ai pas l'année exacte, on a décidé d'accorder notre aide là à BBC. Je pense à BBC. Oui. Et BBC avait refusé. On dit non, on n'en a pas besoin. On n'a même pas demandé. Et moi, j'ai pleuré. Mais entre-temps, il y a plusieurs médias qui ont demandé, médias camerounais. On ne leur a pas donné. Mais on préfère aller donner aux médias occidentaux qui n'ont pas fait la demande. Bon, il faut dire qu'avant la réforme de 2020, c'était un petit fourre-tout. Parce qu'il y avait les radios communautaires et même les imprimeries. Alors que les directeurs de publication payent déjà à l'imprimerie. Tout à fait. S'il faut donc aider le directeur de publication, qui est le client de l'imprimeur, il y a problème. On a donc élagué les radios et les imprimeries. Aujourd'hui, ce ne sont que les organes de presse cybernétique et de presse écrite qui constituent l'échantillon à qui l'aide est destinée. Là, il y a encore un problème. La télévision, c'est pas la presse alors. La radio non plus. Bon, il y a un souci et c'est bien que vous m'ayez posé. Le journal La République est un média? Oui. Info TV est également un média? Exactement. Mais qu'est-ce qui dérange alors? Et je salue le fait que vous m'ayez posé cette question parce qu'elle me permet justement de dire que aujourd'hui, il est difficile de contester l'aide parce que c'est le revenu du contribuable que l'on alloue aux individus. On ne peut donc pas cracher sur ce que le contribuable donne. Par contre, il serait bon, en termes de perspective, de faire évoluer la question de la redevance audiovisuelle, qui est plus noble parce que elle est comme la contrepartie, ou alors elle est la motivation de la prestation que les médias offrent. Parce que, une petite nuance, à la différence de l'impôt, la redevance a un lien direct avec la prestation que vous exercez. Donc, au lieu de redevance audiovisuelle, elle peut être rebaptisée redevance pour les médias. Ayant une enveloppe beaucoup plus costaud, on peut la répartir. Je vous comprends aussi. Quand on dit redevance audiovisuelle, vous allez exclure. Nous sommes déjà vous qui êtes des tabloïds. Oui. Je comprends votre défense. Voilà. Or, le président Paul Biya lui-même, avec le vent des libertés de 1990, a permis le foisonnement des médias. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas pour flatter votre ego. On peut, en dehors des légendes de la CATV, on peut avoir des légendes dans le secteur privé. Grâce aux médias privés, on a des parfaits ici, on a des Blériot, on a des Bernardo Basson, qui sont devenus de véritables coqueluches pour les populations camerounaises. C'est donc à saluer. Mais on ne peut pas se limiter à garantir l'existence si on ne garantit pas les conditions d'une existence noble. C'est la raison pour laquelle il est bon que l'on réforme totalement le système de manière à honorer tout le monde qui participe à la mission de service public de l'information. Timothée Abenaï Somba, si c'était un test, rassurez-vous, vous l'aurez eu avec maestria. Vous êtes un bon journaliste et vous parlez du domaine que vous maîtrisez. Vous pensez que un professeur agrégé d'histoire peut autant parler de la presse comme vous êtes en train de le faire là? Mais après, il va venir vous donner les leçons de journalisme. Il faut arrêter ça. Pierre Blériot, Ignemek, cette année, je pense que nous sommes autour de 119 millions. Beaucoup estiment que c'est une somme fortement minable pour la presse qui doit bénéficier de cet appui
Quel est votre regard sur cet aspect des choses? Je n'estime pas que la somme soit minable ou grande. J'estime que le principe est vicié. Vous n'avez pas à prendre la communication, les médias en général, et aller les inféoder à un ministère. Non. La communication n'est pas soumise au gouvernement. C'est un pouvoir. Et c'est la communication qui me permet de maintenir une certaine stabilité dans un État. C'est dans un service public. Autant vous avez le Sénat, vous avez l'Assemblée nationale, vous avez toutes ces institutions. Il faut que la communication se constitue en institution. Et que dans les budgets de l'État, on aligne le budget des médias. Voilà vers quoi il faut aller. Bon, l'appui, c'est pourquoi? Appui, aide, c'est pour inféoder les gens. C'est pour tenir les gens. Et on donne aux coquins et aux copains. C'est tout. C'est comme ça que... Who pays commande. Celui qui paye commande. On sélectionne donc les amis à qui on va donner cette manne-là qui tomberait du ciel. Non. Vous savez, pour avoir une licence en télévision, c'est en centaines de millions. C'est 100 millions. Qu'il faut payer. Vous savez ce qu'on fait au Cameroun? Non. Je crois qu'il n'y a pas plus de 2 médias qui ont payé déjà cette licence. C'est pas faute d'argent. C'est que quelquefois les autorités, on dit non, ne payez pas. Et vous savez, les gens n'aiment pas payer. Hein. Quand on vous exonère de payer, vous allez rester à la maison. Mais c'est encore une autre technique pour tenir les gens. On parle de la tolérance administrative. Il n'y a pas besoin de tolérance. Mais en fait aussi, je vais vous faire une allégorie. Les patrons des médias, qui sont d'ailleurs capables de payer ces 100 millions, ne les payent pas à la même manière que les chauffeurs de taxi ou les chauffeurs des cargos refusent de payer les pièces des véhicules. Pourquoi parfois ici? Parce que pour l'agent qui se tient en route pour demander les papiers, ce qui est important, ce n'est pas le papier, c'est un autre papier sur lequel il a écrit 1000 francs ou 2000. Alors le chauffeur réfléchit en se disant, avec ou sans papier, je serai obligé de donner 2000. Comme les papiers font 140 000, je divise 140 000 par le nombre de jours où je vais rencontrer un agent en route. Comme ça, je ne fais pas un double emploi. Parce qu'on ne montre pas aux patrons de presse, aux patrons des médias, la compensation qui serait la leur s'ils venaient à se conformer normalement à la règle. Parfois ici, est-ce que vous pourriez comprendre qu'un seul média paye 100 millions? Prenons les télévisions. Nous avons une quinzaine au Cameroun. Les 15 télévisions payent dans leur licence à 100 millions. Et quand on vient aider, on les a même déjà exclus, mais quand on les avait mis dedans, quand on vient donner 119 millions, pour que des gens qui vous ont donné 1,5 milliard, vous voyez, est-ce que ça se comprend? Ça ne se comprend pas. Et puis, au niveau de la presse écrite, moi je dis, au lieu de revendiquer des aides, des soutiens, des appuis, il faut revendiquer des exonérations au niveau des intrants. Oui. C'est ce qu'il faut revendiquer et c'est de droit. C'est un service d'utilité publique qui est fait. Cameroun Tribune est totalement pris en charge par l'État du Cameroun. Cameroun Tribune a d'ailleurs sa propre imprimerie. Alors, ce que vous faites dans la presse privée, ce que nous faisons, c'est pour les Tchadiens que nous le faisons ici au Cameroun uniquement. Non. Est-ce que nous ne contribuons pas autant? Je ne vais pas dire plus. Ce serait prétentieux, ce serait pédant. Mais nous contribuons à notre manière à informer ce qui est un besoin humain. On soutient l'éducation, n'est-ce pas, d'une certaine manière. Et les promoteurs des écoles et autres, ils ont des subventions. Là-bas, on ne parle pas d'appui. Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'appuyer? Vous appuyez même quoi? Non, il ne faut pas appuyer. Quand vous appuyez, ça peut faire mal. Donc, ça peut faire du bien. Bon, voilà. Donc, ici, il faut que la communication, les médias revendiquent leur droit à l'autonomie financière. Qu'on dégreffe cela des budgets de l'État. Et que ce ne soit pas le bon vouloir d'un ministre ou de je ne sais pas de qui, parce que c'est même plus qui détermine le montant de cette aide. On dit qu'on va retrouver progressivement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de la rigolade. Et vous qui prenez ça, je vous condamne. Parce que au lieu de dire certains refusent, tout le monde devrait refuser. Pierre Blériot,
est-ce que la presse a le choix? Oui, elle a le choix. La presse tire le diable par la queue. Et quand vous attrapez la queue du diable, vous savez ce qu'il vous fait. En 5 secondes, Ouais, quand vous avez écouté épuisé le sujet, tout part du fait qu'on ne maîtrise pas le circuit de financement de la presse privée au Cameroun. Je vais prendre mon cas. Ce n'est pas bien de parler de moi, mais disons-le. Dans une autre vie d'agent public, après avoir exercé pendant 3 ans sans percevoir le salaire, j'ai obtenu mon rappel. C'est avec mon rappel que j'ai lancé mon organe de presse. Mais demandez aux promoteurs de presse d'où tirent-ils leur financement. Très peu pourront vous dire de façon claire que je finance le journal grâce à tel circuit, grâce à tel circuit. Donc, ils sont autonomes. Beaucoup obtiennent le financement des ONG par-ci, par-là, qui disent non, on oriente ta ligne éditoriale et on te finance. Donc, si l'État ne maîtrise déjà pas le circuit de création, de financement des organes de presse, c'est difficile de mettre un terme à l'appui. Mais nous avons la possibilité d'être véritablement autonomes. Mais c'est l'État qui doit jouer son rôle en assainissant les règles de la compétition. La presse vit de quoi? De la vente des journaux et de la publicité. Mais le problème au Cameroun, le gros marché de la publicité est institutionnel. Mais il n'est réservé qu'à des copains et des coquins. Or, on pouvait assainir la commande publique pour que tous les médias puissent bénéficier en fonction de leur aura, en fonction de leur ancienneté, en fonction de leur périodicité. Donc l'État a tous les leviers pour assainir le milieu, sans dépenser de l'argent. En France, par exemple, il n'y a pas de subvention. Mais l'État s'assure de la distribution sur tout l'étendue du territoire. Or, au Cameroun, en ce moment, depuis que Messa Presse a fermé, il y a un réel problème de distribution. Merci. On passe la parole à Madame Ebisso Biela. Blairu a posé un problème tout à l'heure. Est-ce que, quelque part, la solution ne viendrait pas de la presse elle-même? On est d'accord qu'une telle somme d'argent, c'est du mépris. Bon, alors, si la presse parlait d'une seule voix, en boycottant un tel appui en disant « nous ne prenons pas », est-ce que le gouvernement ne prendrait véritablement pas les doléances de cette presse au sérieux? Bon, en n'étant pas spécialiste de presse, je vais juste donner un petit avis personnel. Vous avez dit tout à l'heure que les organes de presse tirent le diable par la queue. Ça veut dire que ils se débrouillent juste peut-être comme des blogueurs ou des blogueuses qui essayent de s'en sortir tant bien que mal, qui jonglent. Mais vraiment, dans la suite de M. Blairu Niémé qui disait vraiment ne pas accepter, ça veut dire faire front, dire nous sommes des journalistes et le journaliste est indépendant, il est libre de s'exprimer. Déjà, il faudrait qu'il y ait une liberté de presse, qu'il soit libre de s'exprimer, de dire ce qu'il pense et tout, et ne pas dépendre d'une quelconque subvention, entre parenthèses, ou bien appui, entre parenthèses, où on va vous dicter les lois ou les lignes éditoriales. Vraiment, faites très attention et essayez d'être dur, de fronter, comme on dit, faire un bloc et dire non à tout ça. Madame, pour ajouter un peu d'eau à votre moulin, ne demandons pas à la presse de faire ce que les partis politiques n'ont pas été capables de faire. Je vais vous expliquer. Parce que c'est trop facile de taper sur ces gens-ci. Ce qui s'est passé, c'est qu'au Cameroun, on a fabriqué des partis fantôches pour faire obstruction aux vrais partis. Ainsi aussi, on a fabriqué des journalistes fantôches et des organes de presse fantôches, des hommes liges. C'est comme ça qu'on l'appelle dans le français des bâtons, des français compliqués là. Existent dans tous les corps de métier. C'est eux qui viennent plomber et c'est eux qui sont mis en relief. Ils n'ont pas de fait d'armes. Ils n'ont pas la moralité établie. Ils n'ont pas la déontologie. Ils n'ont pas l'éthique. Mais on les met en avant et très souvent, on leur donne beaucoup d'argent pour qu'ils impressionnent les vrais professionnels. Ainsi, ils roulent carrosse et insultent tout le monde. C'est eux qui iront prendre. Quand vous les rencontrez, c'est des individus aux allures bizarroïdes, souvent avec... Ils s'asseyent un peu bizarrement et tout ça. Donc,
Vous refusez d'aller prendre, les mêmes gars vont prendre leur copain, ils prennent. D'ailleurs, vous ne refusez même que, est-ce qu'on vous informe même? Bernardo Basson, Timothée Abené-Somba a évoqué un aspect essentiel. À chaque fois que nous parlerons de la presse au Cameroun et surtout dans son côté survie, il y aura ce problème. Ce problème avait été posé de manière forte et profonde lors des derniers états généraux de la communication. L'aspect de la redevance audiovisuelle au Cameroun. Il faut dire aux Camerounais, à ceux qui nous regardent à l'extérieur, qu'il s'agit de cet argent qui est prélevé sur le salaire de tous les travailleurs au titre de la redevance audiovisuelle. Et cet argent n'est réservé qu'à la CRTJ, qui est le média public. Entre-temps, Bernardo, nous, la presse dite privée, n'abattons-nous pas un travail d'utilité publique? Vous le faites, c'est juste que vous, pour certains égards, préférez vous asseoir normalement, et pas de façon décalée. Par exemple, ça c'est un aspect. Et puis vous invitez des gens comme Niembek souvent. Voilà. mais parfait, ici, il y a quand même des furoncles, des abcès ici à relever. Allons-y. S'il faut aller sur les chiffres, au Sénégal, en 2023, on est à 726 millions de francs CFA. Ouais. En Côte d'Ivoire, en 2023, on est à 700 millions de francs CFA. Ghana, 2023, on est à 1 milliard 200 millions. Le Bénin est à 500 millions. Le Bénin est à 500 millions. Le Rwanda est à 4 milliards. D'équivalence en francs CFA, vous voyez ce que je veux dire? On est en Afrique. En Afrique noire. Ça veut dire que à la base, le gouvernement sait très bien, ou les gouvernements savent très bien que la presse globale est leur bras séculier, est le relais de leurs actions. Et il n'y a pas que la presse publique qui le fait. Parce que des fois ici, on parle du ministre du Commerce qu'on loue souvent ici pour ce qu'il fait. Il n'y a pas que le média public qui le fait. Donc quoi qu'on dise de manière assez symptomatique, la presse privée contribue. Et dans certains états, on en a plus conscience. Deuxième abcès. Le gouvernement a conscience de ce que la communication peut être une poche de résorption du chômage. Donc, bien organisé, bien financé, bien structuré le milieu des médias, créer une vraie poche d'emploi. Vous avez des personnes qui pourront avoir des salaires, être affiliées à la caisse, avoir des reversements et pourront à la fin vivre de leur retraite. Troisièmement, le contexte ne s'y prête pas. Parce qu'au Cameroun, on ne peut rien aborder en éludant la question politique. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les LGBTQ, STU, voilà, on s'est compris, prennent du poids? C'est la presse. On s'est compris, non? Je ne comprends. Bon, il fallait penser à 26 lettres. Qui sont LGBTQ, RSTU, voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qui donne le pouvoir au machin, G, tout ça? C'est la presse. Donc, la presse est un facteur de colonisation mentale. Dans un climat politique délicat, si vous rendez la presse indépendante, vous créez un contre-pouvoir patent. Et il ne faut donc pas se risquer. Si moi j'étais Paul Biya, honnêtement j'aurais fait pareil. Honnêtement, je vous dis la vérité. Bon? Oui, j'aurais fait pareil. Parce que je suis politicien. Parce que je suis politicien, c'est pour expliquer la vision politique. Mais pas si celle, un pas celle dirigeant humaine. n'a pas peur de quelque chose, s'il travaille selon la volonté du peuple qu'il a élu, est-ce qu'il a besoin d'infantiliser la presse? Vous invitez sur votre plateau des personnes comme M. Niembek, qui est têtu, qui est lucide, qui est permanent, qui est critique. Bien qu'il ne soit pas tribaliste. J'invite les gens qui non, ce que je veux dire, c'est que vous l'invitez, malgré cela, vous ne faites pas l'unanimité. Même si un gouvernant fait bien les choses, il y a toujours une poche, une frange qui lui sera réfractaire, qui lui sera opposée. Et donc, il est indélicat en matière politique de donner à la presse une certaine force, sinon elle peut se retourner contre vous. Donc, au Cameroun, malheureusement, tout ce que moi je souhaite, et c'est un appel, c'est que le gouvernement ait plus à l'idée que les hommes de médias peuvent être des employés quelque part. Donc vous suppliez. Oui, vraiment je supplie. La magnanimité du qu'on gouvernement. considère que
en rendant la presse Vous voyez suffisamment que les hommes de organisée. presse sont dans la comme des vulgaires mendiants. Je refuse de suppléer parce qu'il y avait un secrétaire d'État en charge des routes qui était arrivé en Gambie avec un sous-préfet. Il a commencé à menacer les populations que si vous ne votez pas, on ne va même, vous n'aurez plus de route. On lui a dit que rentre, on ne veut même plus les routes. Et on ne mérite pas un secrétaire d'État en charge de Voilà, route. donc On lui a dit. il ne faut pas supplier. Oui, Timothée a béni son Oui. bas. Bon, il y a comme, une petite précision. Allons-y. Parce qu'il ne faut pas donner l'impression générale que l'appui de l'État à la presse est simplement une affaire de copains et de coquins. Parce que les conditions d'éligibilité sont claires. Il y a deux qui sont vraiment difficiles à remplir. La justification de la cotisation à la CNPS d'au moins 2 personnels. Parce que l'organe de presse écrite au Cameroun est un établissement. Et le minimum de personnel dans un établissement de première catégorie, un établissement personnel, c'est 2. Donc, il faut affilier au moins 2 personnels selon la grille du ministère de l'Emploi. Il faut payer les impôts. Eux-mêmes savent que ce sont des conditions très compliquées. Il faut payer Ils le les savent. impôts. Maintenant, il y a beaucoup de directeurs de Le publication. monsieur même qui a ne le payent journal, pas. il tire le diable par Voilà, la queue. il a Comment payé. il va affilier les gens à la CNPS? Que lui-même est affilié. Lui-même est d'abord affilié à la CNPS. Il va- L'assurance volontaire. Donc, c'est donc une pièce qui rend l'accès difficile. Et qui fait donc à un moment donné, ceux qui ne veulent pas payer les impôts et ceux qui sont dans l'incapacité d'affilier le personnel à la CNPS crient au loup, estiment que c'est une affaire de copains et de coquins. Merci. Et même quand vous allez à la CNPS sans vouloir porter atteinte au personnel de la CNPS, parfois lorsque vous allez payer les cotisations, c'est la dame ou le monsieur de la CNPS qui vous dit vos confrères ne payent pas. Vous faites comment pour payer? Alors, nous allons relire les nombreuses préoccupations de nos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Bonjour monsieur et toi, en matière de modération, vous êtes parfaitement parfait. Elle continue en disant « Bonjour espace miné, je suis Bassa de l'Ouest, 1,70. J'aimerais être 6e femme de Niemek. C'est Stéphie de Douala. » Blériot, vous êtes preneur? Est-ce que Bah, ça, l'addition de n'est pas l'Ouest, une mauvaise opération? La multiplication et l'addition sont des opérations positives. Les mauvaises opérations, c'est la soustraction et la division. Alors, oh là là, quelques soucis avec cet appareil dernière génération. Je pensais que Montréalo avait résolu le problème. Je pense qu'on verra ce qu'on va faire après cette émission. Je suis obligé de revenir sur le plateau en repassant la parole à Madame Bissot-Obiela. Alors, Madame Bissot-Obiela, Bernardo a posé un problème, ma foi, très important tout à l'heure. Apparemment, l'ordre gouvernant au Cameroun fait un effort de tenir la presse dans la misère. Question de mieux l'orienter, de mieux l'influencer. En termes de gouvernance, c'est une meilleure approche? C'est même la meilleure approche qui puisse exister. Parce Ah que, bon? oui, pour mieux gouverner, Décidément. il faut affamer, assoiffer, on peut dire quoi, abrutir. Pourquoi aux Le peuple. États-Unis, on n'a pas soifé, abrutir le Mais il y a eu peuple? beaucoup Pourquoi de au guerres. Canada, il n'y a pas cette Il y a eu manière de beaucoup de gouverner? révolutions. Il y a Est-ce eu- qu'on n'est pas simplement dans une gouvernance méchante et cruelle? Non, il y a eu beaucoup de révolutions. J'espère que nous n'allons pas arriver au moment révolutionnaire au Cameroun. La vraie révolution, pas la révolution antique. Donc, je crois que M. Basson l'a dit, s'il était à la place du chef de l'État, il ferait pareil, c'est-à-dire en tenant la presse sous sa coupe, en les maîtrisant, de faire ce que tout ce qui peut être dit ou tout ce qui peut être sorti soit vraiment contrôlé. Donc, on devrait contrôler vos lignes éditoriales. Et puis, ça, c'est désolant. Pourquoi? Parce que des grands journalistes comme ceux que nous avons sur le plateau se retrouvent en train de batailler contre le vent. Madame, si vous permettez, Alors, le risque, quand même, c'est que ailleurs, c'est que les Camerounais s'informent ailleurs. C'est ça le risque. Ça veut dire, aujourd'hui, par exemple, moi j'ai écouté plusieurs médias,
d'un pays occidental dans lesquels on présente notre chef de l'État comme étant ça commence par D. Tout le monde sait que c'est faux, à la réalité, vous voyez. Mais le fait que notre presse soit clochardisée, ne puisse pas avoir de moyens pour avoir de très beaux plateaux, fait en sorte que les Camerounais aillent s'abreuver ailleurs. Et donc le risque, c'est qu'on soit infecté de mauvaise communication et qu'on n'ait pas la maîtrise de ce qui se passe chez nous. Parce que parfois on dit des choses au Cameroun, on se demande si c'est au Cameroun. Parce qu'on écoute d'ailleurs, des fois même, c'est quand une information vient d'un média étranger au Cameroun, on réagit. Parce que justement, notre presse n'a pas les moyens de se mobiliser pour aller dans l'extrême nord, dans l'extrême sud, pour couper les bonnes informations. C'est ceux qui ont les moyens pour le faire qui le font. Donc il faut quand même que le gouvernement comprenne que le risque, c'est qu'à terme, les Camerounais soient mal informés, sous-informés ou mésinformés, et donc après, il y a peut-être des comportements disgracieux ou indélicats. Donc clairement, pour moi, c'est pas à négliger. Mais globalement, on devrait donner beaucoup de crédit à la presse qui fait beaucoup de travail. Parce qu'aujourd'hui, ce que le Nkouta fait ici, tous les matins, on éduque beaucoup de Camerounais. Bon, eux de surtout, ils travaillent beaucoup et c'est pas négligeable. D'autres médias également le font. Même si pour nous, c'est plus facile pour un organe public de venir sanctionner quelqu'un qui a fait une sortie de piste plutôt que de se battre corps et âme pour que le métier en question soit revalorisé. Donc c'est facile de venir se lever et de dire je suspends tel parce qu'il n'a pas recadré si ça, mais c'est compliqué d'aller se battre en haut pour dire vraiment ceux avec qui on travaille non pas si non pas. Donc c'est un climat dans lequel tout est à l'envers. Demander si la presse elle est libre alors. Bon, nous avons commencé un travail dans le cadre du REPAC, le réseau des patrons de presse du Cameroun. Avec pour président François Mboké. Parce que le ministre de la Communication, M. René Sadi, est assez ouvert. Donc nous avons commencé un travail. Vous êtes le chargé de la communication du ministre de la Communication? Non, il est ouvert. Vous savez qu'il est assez ouvert. Il est plus réceptif que son prédécesseur aux propositions des hommes de médias. Est-ce que le tout c'est d'être réceptif sans avoir l'impact réel au niveau du terrain? Est-ce qu'il donne l'argent? Bon, l'impact réel. Est-ce que le ministre de la Communication donne l'argent à la presse? Et Chomba répondait. L'appui institutionnel son prédécesseur donnait plus que lui. Son prédécesseur donnait plus que lui. Donc, bon, il est réceptif, c'est un diplomate. Il cause bien. Voilà. Donc, le problème n'est pas réceptif, c'est quoi? Quand tu passes, c'est pour qu'on te libère. Bon, il est réceptif aux propositions d'assainissement du milieu, de la pratique de la profession. Parce que, à l'heure actuelle, le relèvement de l'enveloppe de l'appui ou de la subvention ne va pas résoudre les différents problèmes qui minent la presse. Nous avons d'abord le cadre juridique qui est presque obsolète. Il date de 1990. Alors les états généraux de la communication jusqu'à présent ont été mis en branle. Non. Mais bon. On est donc réceptif. Ça, il a au moins ça dans son bureau là-bas, non? Il les a forcément. Mais il est réceptif comment? Donc nous avons commencé un travail déjà régler ça. Qui va aboutir. Vous dites que le ministre de la Communication est réceptif. Parce qu'il faut que nous nous comprenions. Lorsque nous parlons ici, c'est pour que nous ayons à la fin des bonnes conclusions et tout. Blériot pose un problème, ma foi, essentiel. C'est-à-dire, le ministre René Emmanuel Sadi, qui est le ministre de la Communication actuel au Cameroun, est venu trouver des résolutions des derniers états généraux de la communication. Depuis qu'il est venu, vous qui dites qu'il est réceptif, qu'est-ce qu'il a fait pour faire bouger les lignes? Prenons seulement l'aspect redevance audiovisuelle. Vous avez une idée? On prend un autre aspect au niveau justement des journalistes, la convention collective, qui avait également été une forte recommandation. Qu'est-ce qu'il en a fait? Les avantages de la carte de presse. La publicité, on avait dit lors des derniers états généraux de la communication, parce que j'étais modestement participant, qu'il fallait que cette publicité ait une lisibilité, une visibilité. Qu'est-ce qu'il en a fait? La carte de la presse, pour certains qui n'est qu'un machin, qu'est-ce qu'il en a fait? Non. Je crois. Vous dites qu'il est réceptif. Non. Bon. Je crois que nos copanélistes qui parlent assez bien français voulaient dire que le ministre les reçoit souvent. Réceptif veut dire qu'il reçoit. Non. Il existe une plateforme de travail. Non, le ministre dit pour la bonne compréhension que le ministre reçoit les gens. Bon. Non. Vous allez conclure. Nous avons mis sur pied avec le ministère de la Communication une plateforme de collaboration qui nous a permis de faire des propositions allant d'abord dans le sens de réviser la loi de 90
en y intégrant tous les aspects modernes de la presse. Maintenant, tout comme les États généraux, nous attendons, et lors de la fameuse présentation des vœux, le ministre a dit que le dossier était suffisamment avancé et que la question devait être débattue. Ça, ce sont les paroles des gens du RDPC. Le dossier est suffisamment avancé. Et ça veut dire quoi en français facile? Il a dit pour chuter que le sujet devait être débattu à l'Assemblée nationale. Non, le dossier est suffisamment avancé. Et le dossier par où? Le dossier a des pieds. Non, mais le dossier entre ses mains. Il parcourt le circuit administratif. Quel circuit? Parce que depuis des années, la réforme du cadre légal de l'exercice de la communication au Cameroun n'est pas que l'apanage du ministère de la Communication. Il y a d'autres ministères qui interviennent à ce niveau. Mon frère, ne nous donnez pas l'impression que vous défendez le ministère. Ce n'est pas bon. Non. Vous êtes de la presse privée. Je vais vous faire remarquer deux choses. Pour avoir les images de la CRTV, les Camerounais sont obligés de payer Canal+, vous le savez. Oui. Alors qu'ils payent déjà des redevances audiovisuelles. C'est normal. Ça fait 2 paiements. Ça fait 2 paiements. Est-ce qui a relevé ça? Alors qu'on nous a promis la télé. Est-ce que les gens savent que c'est une entourloupe? C'est-à-dire que vous payez. Est-ce que les Camerounais savent que quand on coupe votre argent là, c'est pour que vous ayez les images? Tout à fait. Mais si vous ne payez pas Canal+, vous n'avez pas les images. Bon, il y a des petites nuances à ce niveau. Oui, quelle Parce nuance? que même en parlant de la redevance, elle ne bénéficie pas seule à la CRTV. Non, on elle parle pas de... bénéficie aussi au ministère des Est-ce Postes que la et CRTV doit donner... Est-ce que réseau. la CRTV doit faire que l'image arrive chez les Camerounais sans qu'ils n'aient plus à payer autre chose que d'avoir des téléviseurs qu'ils allument? Oui. Est-ce que c'est le cas? Et c'était le cas à une certaine époque. C'était le cas. Aujourd'hui, où il y a il y a une masse salariale plus importante, une redevance plus grande en termes de coûts, pourquoi c'est pas le cas aujourd'hui? Pourquoi il faut payer Canal 5 000, 10 000 ou 15 000 pour avoir la CRTV qui est la chaîne nationale? Pourquoi il faudrait le faire? Non, la question a sa place. Voilà, donc vous comprenez clairement qu'il y a quelque part une mauvaise administration de la question des médias au Cameroun. Et au Cameroun, sachez que... Et puis il y a même beaucoup de poches d'argent qui peuvent arriver. Aujourd'hui, vous avez tous ces promoteurs de câbles et autres qui deviennent plus riches que les promoteurs des médias. Parfait, ici, il y a une situation... Vous savez, moi je suis agriculteur. Et j'ai compris que les commerçants se moquent des agriculteurs. Vous travaillez à produire un plantain dans les champs. Vous savez tout ce que ça peut vous prendre comme énergie. Quand vous arrivez au marché, la Bayam Selam vous dit qu'elle va prendre ce plantain à 1000 francs pour le revendre à 2500. C'est-à-dire que elle, son rôle, c'est de vous l'arracher entre les mains et elle se fait plus de bénéfices que vous qui avez dépensé votre énergie. Voilà ce que nous avons avec les câbleaux. Les parfaits ici promeuvent les médias, font tout ce que vous faites là, vous produisez, et les Camerounais payent 3 000, 5 000 pour avoir l'image que nous produisons. Et nous n'avons droit à rien. Il y a plein de choses qu'il faut réguler, il y a plein de poches d'argent, l'argent se balade partout au Cameroun. Les start-time, les ceci, les cela, tout le monde se fait de l'argent, sauf ceux qui produisent l'image. Merci beaucoup Pierre Bleriot-Niémec de le relever. Bernardo Basson, le tout n'est pas de critiquer, de dénoncer. C'est vrai que les uns et les autres ont commencé même à faire des propositions. Alors, comment faire pour sortir de l'auberge? M. Niémec a suggéré, il faudrait peut-être que notre gouvernement considère l'aspect communication comme étant un aspect direct du service public, comme l'éducation, comme la santé, comme le sport. Et donc, qu'à côté du ministère qui est censé réguler, qu'il y ait de vrais circuits de financement pour que la presse puisse vivre. Et moi, je précise encore que, au-delà de la production ici qui est coûteuse, il y a en back-office des personnes qui travaillent. Là, on nous voit, nous sommes 5. Derrière, il y a toute une équipe qui travaille. Les réalisateurs, les caméramans, tous ces gens-là, est-ce qu'ils réussissent à vivre de ce qu'ils font au quotidien? Pour beaucoup, non. Si on va dans la presse écrite alors qu'on ne voit même pas à la télé, il y en a, ou à la radio encore, il y a des personnes qui travaillent en longueur de journée, qui restent très tard pour attendre la dernière information pour la rendre publique le matin en primeur, mais qui ne gagnent rien. Donc, en donnant un peu d'argent, un peu plus aux médias, et en rendant cela bien organisé, on sauve des Camerounais vraiment du chômage et de la pauvreté extrême. Parce que moi, je vois souvent des journalistes aller dans les événements qu'il faut couvrir avec des accoutrements vraiment assez particuliers. Des chaussures qui sont mangées d'un côté, qui sont rongées d'un côté, des vêtements vraiment... Le col est parti d'ici pour l'épaule. Et je vous dis, c'est sincère ce que je dis, c'est pas insultant. Pourtant, c'est les gens qui travaillent au quotidien pour nous donner la bonne information, etc. Vraiment... C'est ce que les gouvernants aiment.
lorsqu'on voit un journaliste comme ça, il transpire de partout, la Vraiment. chaussure est La mallette est là, la tête est devant comme ça. Tu sens qu'il a faim. Oui. Il a faim. Et quand on lui dit Et donc... quand on dit qu'il faut émarger, dit 10 000, vous trouvez le comment les sont gens... en rang. Oui. Ouais. Un jour, je suis allé à un séminaire qui est pourtant un séminaire d'une institution qui parle beaucoup de communication par décence ce matin. J'étais le nom de cette institution communicationnelle. Et j'ai vu la même institution ridiculiser les hommes de presse. C'est-à-dire que les hommes de presse étaient en rang. Après toute une journée de travail, de séminaire, Blériot, vous savez ce qu'on faisait décharger aux journalistes? Non. 10 000 francs CFA. Mais ils sont bien. Vous savez le cas des enseignants. Ils étaient en rang. Vous savez quand vous allez Quand vous allez faire les surveillances des examens, c'est quand vous faites décharger. Non. 2000. Donc vous êtes multiplié par 5. Madame Bissot, il y a un grand écrivain, un grand penseur, Karl Marx, et qui disait « Prolétaires de toutes les nations, unissons-nous ». Est-ce que la presse ne devrait pas s'unir pour parler d'une seule voix et faire un effort d'enlever, d'extirper le mauvais grain? Blériot a parlé de ce mauvais grain tout à l'heure qui est engraissé par l'ordre gouvernant. Bon, j'ai parlé tout à l'heure de vraie révolution. Il faut que pour que la presse puisse vraiment vivre de ses moyens, qu'il y ait vraiment une révolution. Bon, la révolution ne veut pas toujours dire faire une révolution par la force, non. Il y a des méthodes, vous êtes des penseurs, les journalistes sont des grands penseurs, des intellectuels. La révolution intellectuelle est même la plus dangereuse, parce que si on se lève un matin, il n'y a aucun journal qui n'est ouvert, on va se poser des questions. Mais le problème est que Madame Bissot est là, nous de la presse, nous ne sommes pas encore au courant et nous n'avons pas... comment dire cela, nous ne savons pas quel est le pouvoir que nous avons. Enfin, ici, le gouvernement, l'État du Cameroun vous a contourné depuis longtemps. Vous savez, quand j'ai vu ça chez les taximens, l'État crée de nouveaux syndicats à l'intérieur des syndicats. Vous voyez, quand vous dites que vous faites taxi mort, les syndicats de l'État conduisent des voitures. Si vous dites que vous faites presse morte, les presses de l'État vont produire. Mais ça ne pourra pas quand même avoir un impact réel. Oui, c'est vrai aussi souvent que... Imaginez un seul instant que... une bonne partie de la presse privée décide un beau matin de ne plus produire et que vous restez seulement avec la CRTV Cameroun Tribune. Non, vous n'allez pas rester seulement avec la CRTV Cameroun Tribune. Vous aurez d'autres. C'est là où vous allez voir le visage des gens. Et bien, comme nous allons donc voir le visage... Est-ce que vous savez que quand Martinez Zogo a été assassiné, il y a des hommes de médias, directeurs de publication, qui ont dit qu'ils ne veulent pas entendre parler de l'histoire de Martinez Zogo dans leur presse. Tout à fait. Oui. Oui, moi, j'en avais... Il y a un qui venait sur votre plateau, j'ai dit que si je le croise encore, on ne va pas lui dire. Il a dit que lui ne parle pas de cette affaire-là. J'ai même souhaité que ce fût lui à la place de moi. Il dit, moi, je ne parle pas d'affaires des gens. Donc, Martinez était un fou. Merci beaucoup. De toutes les façons, c'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Un pays sans presse, Timothée Somba, est comme une rivière sans poisson. Surtout un pays dit démocratique. L'un des indicateurs de la démocratie dans un pays, c'est justement la presse, la qualité de cette presse, la liberté de cette presse et comment cette presse fait pour survivre. Je voulais plutôt dire pour vivre, parce que nous survivons. Madame Bissoïla, merci d'avoir été là ce matin. Merci, papa. Merci à Timothée Somba Bena, qui est un grand directeur de publication et qui nous a également édifié sur un certain nombre de points. Pierre Blériot restera mon consultant. Bernardo Basson, mon invité permanent. Ne ratez pas le journal de la mi-journée sur Info TV. C'est tout à l'heure, dans 9 minutes exactement. Ce soir, la rediffusion de ce programme, comme tous les soirs d'ailleurs, c'est à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?